Mon fils a hérité de 10 millions d'euros et m'a dit « Maman, à partir d'aujourd'hui, tu vaux ce que je te donnerai. » Et il a jeté 2 € à mes pieds. Sans y croire, je lui ai encore demandé de me prêter 30 €. Il m'a dit « Va te chercher un travail, vieille. » J'ai fait semblant d'accepter. Ce qu'il n'imaginait pas, c'est que tout cela faisait partie de quelque chose de bien plus grand. Quand il est rentré à la maison le lendemain, il a failli s'évanouir parce que... Bonjour à tous. Je m'appelle Marguerite, j'ai 65 ans. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire la plus douloureuse et la plus importante de ma vie. Celle du jour où mon fils unique m'a brisé le cœur et où j'ai dû faire le choix le plus difficile qu'une mère puisse faire. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un like sur cette vidéo et surtout, dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez. Cela me fera chaud au cœur de savoir que mon histoire voyage partout dans le monde. La cuisine sentait le bouillon de légumes. Je remuais la soupe lentement, mes mains tremblaient un peu, comme toujours ces derniers temps. Mes cheveux gris étaient attachés en chignon, mon tablier usé couvrait ma robe simple. J'ai toussé, une toux sèche qui m'a obligée à m'arrêter et à m'appuyer contre le plan de travail. Mon cœur battait irrégulièrement. Les arythmies, encore. Le cardiologue m'avait prévenu de ne pas me fatiguer. Mais comment une mère peut-elle arrêter de prendre soin de son fils? La porte d'entrée s'est ouverte brutalement. Julien est entré. Mon fils, 32 ans, costume impeccable, une arrogance nouvelle dans sa posture. Il a jeté ses clés sur la table sans même me regarder. J'ai essayé de sourire malgré la douleur dans ma poitrine. « Julien, mon chéri, j'ai fait ton plat préféré. Du bœuf bourguignon, comme tu aimes. » Il n'a pas répondu. Il est allé directement au bar. S'est servi un verre de vin rouge. J'ai senti mon estomac se serrer. Quelque chose n'allait pas. Je le connaissais, mon fils. J'avais porté cet enfant pendant 9 mois, je l'avais nourri, élevé, aimé de toutes mes forces. Et pourtant, ces dernières années, je le reconnaissais de moins en moins. Je me suis tournée vers lui, essayant de garder ma voix douce. « Julien, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Demain, j'ai rendez-vous chez le cardiologue. Il veut faire de nouveaux examens parce que les derniers ont montré des anomalies et... » Il a explosé. Littéralement, explosé. Toujours la même chose. Médecin, médicaments, examens, clinique, toujours. J'ai sursauté. La cuillère en bois est tombée de ma main et a roulé par terre. Mon cœur s'est mis à battre encore plus vite. Tu sais combien tu as dépensé en soins de santé ces dernières années? Tu le sais? 50 000 €. 50 000 € que j'aurais pu investir. Ma voix est devenue toute petite. J'étais malade, mon fils. Le cœur, les arythmies. Le médecin a dit que c'était grave si je ne me faisais pas suivre. Mais il ne m'écoutait pas. Tu es toujours malade. Tu as toujours une excuse pour aspirer cet argent, comme une sangsue. Ces mots m'ont transpercé comme des couteaux. Une sangsue. Mon propre fils me traitait de sangsue. Moi qui avais renoncé à ma carrière pour l'élever. Moi qui avais passé des nuits blanches quand il était malade. Moi qui avais économisé sur tout pour qu'il puisse avoir la meilleure éducation. Il s'est approché de moi. Ses yeux étaient froids, si froids. Des yeux que je ne reconnaissais pas. Mais tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, j'ai été nommé directeur de l'entreprise familiale. 10 millions d'euros sont maintenant sous mon contrôle. J'ai essayé de sourire, de montrer que j'étais fier de lui. C'est merveilleux, mon fils. Mais il m'a interrompu sèchement. Non, ce n'est pas merveilleux pour toi, parce qu'à partir de maintenant. Il a mis la main dans sa poche. Il a sorti 2 pièces d'1 €. Et devant mes yeux horrifiés, il les a jetées par terre, à mes pieds. Le bruit métallique a résonné dans la cuisine silencieuse comme un coup de tonnerre. À partir de maintenant, maman, tu vaux exactement ça. 2 €. Et encore, c'est parce que je suis généreux. Je suis restée paralysée. Mes jambes tremblaient. Mes yeux se sont remplis de larmes que j'ai essayé de retenir. Le fils que j'avais mis au monde, que j'avais aimé plus que ma propre vie, venait de me réduire à 2 pièces de monnaie. Je ne pouvais pas y croire. C'était un cauchemar. Ça devait être un cauchemar.
J'ai regardé ces 2 pièces brillantes sur le carrelage de la cuisine. Mes mains tremblaient de façon incontrôlable maintenant. Ce n'était plus seulement la maladie. C'était le choc, la douleur, l'incrédulité totale. Ma gorge s'est serrée. J'avais du mal à respirer. « Julien, s'il te plaît, j'ai juste besoin de 30 € pour le taxi demain et la consultation médicale. Je peux te les rendre après, je te promets. » Ma voix était pathétique, je le savais, mais j'étais désespérée. Non pas pour l'argent lui-même, mais pour voir s'il restait ne serait-ce qu'une once d'humanité dans le cœur de mon fils. Il a ri, mon Dieu, il a ri. Une rire cruelle, sans âme, qui m'a glacé le sang. Te rendre l'argent? Toi? Avec quoi? Il a commencé à tourner autour de moi comme un prédateur autour de sa proie. Tu sais ce que tu devrais faire, maman? Chercher un travail, comme une personne normale, comme tous ceux qui ne vivent pas en parasite. Chaque mot était une gifle. Mais j'ai 65 ans, Julien. Qui va m'embaucher avec ma santé fragile, mes problèmes cardiaques? Il s'est penché vers moi. Ses yeux brillaient d'une méchanceté que je n'avais jamais vue auparavant. Ou alors, accepte mon offre. Deviens la femme de ménage de cette maison. Je te paierai 12 € de l'heure. Un vrai travail, pas cette mascarade de petite maman que tu joues depuis des années. Mon univers s'est effondré à cet instant précis. J'avais imaginé qu'il serait têtu, arrogant même. Mon mari Henri m'avait prévenu avant de mourir que notre fils avait un côté dur, qu'il fallait le tester. Mais jamais, jamais je n'avais imaginé une telle cruauté. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues, malgré tous mes efforts pour les retenir. D'accord, Julien. D'accord. Ma voix n'était plus qu'un murmure brisé. Il a souri, satisfait de sa victoire. Excellente décision. Tu commences demain matin, 6 heures, ne sois pas en retard. Il a attrapé son manteau et s'est dirigé vers la porte. Avant de sortir, il s'est retourné une dernière fois. « Ah, et nettoie tout ça avant d'aller te coucher. Je ne veux pas voir de désordre demain matin. » La porte a claqué avec une violence qui a fait trembler les cadres accrochés au mur. Je suis restée seule dans cette cuisine. La soupe continuait de bouillir sur le feu, oubliée. Je me suis lentement abaissée, mes genoux craquant sous l'effort. J'ai ramassé les 2 pièces d'1 €. Elles étaient froides dans ma paume tremblante. Je les ai regardées longuement. Et quelque chose a changé dans mon regard. La douleur était toujours là, cuisante, déchirante. Mais il y avait autre chose maintenant. De la détermination, du courage. Et surtout, l'amour d'une mère qui refuse d'abandonner son enfant, même quand cet enfant est devenu un monstre. Parce que c'était exactement ce que mon mari avait prévu. Henri m'avait dit, juste avant de mourir il y a 6 mois. « Marguerite, mon amour, notre fils a besoin d'une leçon que seul un choc brutal peut lui donner. Fais-lui confiance pour échouer, puis sauve-le malgré lui. » Je me suis relevée péniblement. J'ai éteint le feu sous la casserole. Puis je suis allée dans notre chambre, celle que j'occupais seule depuis la mort d'Henri. J'ai ouvert le tiroir de la vieille commode en chêne. Sous les mouchoirs brodés et les photographies jaunies de notre jeunesse, il y avait une enveloppe scellée, un seau de cire rouge, intact. L'écriture élégante d'Henri sur le devant, pour Marguerite, à n'ouvrir que lorsque Julien prendra la direction de l'entreprise. Mes mains tremblaient encore plus fort en brisant le seau. J'ai sorti la lettre, 3 pages de l'écriture que j'aimais tant. J'ai commencé à lire, et les larmes sont revenues. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de compréhension, d'amour et de résolution. La lettre disait « Mon amour, si tu lis ces lignes, c'est que notre fils a pris les rênes de l'entreprise. Maintenant vient la partie la plus difficile, et je suis désolée de te laisser cette charge. Tu dois le tester. Fais semblant d'avoir besoin d'argent, observe sa réaction. S'il te traite avec mépris, s'il oublie tout ce que tu as fait pour lui, active la clause sept. Tu connais les détails, ils sont dans le coffre avec Maître Deschamps. Pardonne-moi de te demander cela, mais c'est la seule façon de le sauver de lui-même. Avec tout mon amour éternel, Henri. » J'ai plié la lettre avec soin, mes doigts caressant l'encre, comme si je pouvais toucher mon mari une dernière fois à travers ces mots. Henri avait toujours été un homme prévoyant, sage, profondément humain. Il avait bâti cette entreprise avec ses mains, son intelligence et surtout
son cœur. Il traitait chaque employé avec respect, payait des salaires justes, offrait des formations. Pour lui, l'argent n'était qu'un outil pour faire le bien. Mais Julien n'avait retenu que le pouvoir, le prestige, l'apparence. Henri l'avait vu. Il avait vu cette faille dans l'âme de notre fils, et il avait préparé un plan pour le sauver. J'ai essuyé mes larmes. Il était temps. J'ai pris mon téléphone portable, celui que Julien m'avait offert pour mes 60 ans, en me disant que même les vieilles personnes devaient apprendre la technologie moderne. Mes doigts tremblants ont composé le numéro que je connaissais par cœur. « Allô, maître Deschamps ? C'est Marguerite. » La voix du notaire était douce, compréhensive. « Madame Marguerite, je me doutais que vous appelleriez bientôt. Comment s'est passé le test ? » J'ai respiré profondément. Il a échoué, complètement, totalement. Il m'a jeté 2 euros aux pieds et m'a proposé de devenir sa femme de ménage. Un long silence au bout du fil, puis « Je suis désolée, madame, vraiment désolée, mais votre mari avait prévu cette éventualité. Dois-je activer la clause sept ? » Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il s'arrête. « Oui, activez-la, immédiatement. » Maître Deschamps a soupiré. « Très bien. Les documents seront prêts demain matin à la 1re heure. Le conseil d'administration sera convoqué en urgence. Êtes-vous certaine, madame ? Une fois lancée, cette procédure est irréversible. » J'ai fermé les yeux, pensant à toutes ces années où j'avais aimé Julien, où j'avais cru en lui. Oui, je suis certaine. C'est exactement ce que mon mari voulait. C'est la seule façon de sauver notre fils. Nous avons raccroché. J'ai éteint la lumière et je me suis couchée tout habillée sur le lit. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Comment l'aurais-je pu ? Le lendemain matin, je me suis levée à l'aube. J'ai préparé mon sac. Quelques vêtements, mes médicaments, les documents importants. J'ai laissé un mot sur la table de la cuisine. Parti faire des courses, Marguerite. Simple, banal, Julien ne se douterait de rien. Je suis sortie de l'appartement à 6h moins le quart, juste avant qu'il ne se réveille. Dans la rue, l'air frais du matin m'a fait du bien. Paris se réveillait doucement. Les boulangers ouvrirent leurs boutiques. L'odeur du pain frais flottait dans l'air. La vie continuait, normale, paisible, alors que mon monde était en train de basculer. Je me suis rendue directement au cabinet de Maître Deschamps. Il m'attendait avec tous les documents préparés. « Madame Marguerite, asseyez-vous, s'il vous plaît. Voici comment les choses vont se passer. » Il m'a tout expliqué en détail. À 9h précises, le conseil d'administration extraordinaire se réunirait. Ma signature, en tant que curatrice testamentaire désignée par Henri, activerait la clause. À 10h, Julien serait officiellement révoqué de son poste de directeur général. À 11h, les bénéficiaires du nouveau programme social seraient convoqués à l'appartement. « Voulez-vous être présente quand il découvrira tout ?» m'a demandé Maître Deschamps. J'ai hoché la tête. « Oui, je dois être là. C'est mon devoir de mère. » Les heures ont passé dans un brouillard. J'ai signé les documents. J'ai appelé les personnes nécessaires. Tout s'est mis en place comme les rouages d'une horloge parfaitement huilée. Henri avait tout prévu, jusqu'au moindre détail. Pendant ce temps, Julien se réveillait dans l'appartement, probablement satisfait, se préparant pour son premier vrai jour en tant que maître absolu de l'empire familial. Il ne savait pas. Il ne pouvait pas savoir. Et c'est là que je dois vous demander quelque chose, chers amis qui m'écoutez. Si cette histoire vous touche, si vous voulez savoir comment tout cela se termine, pensez à vous abonner et à laisser un like. Cela m'encourage vraiment à partager ces moments si douloureux de ma vie. Vers 11h, je suis retournée à l'appartement. Maître Deschamps m'accompagnait, ainsi que 23 personnes que je ne connaissais pas encore, mais qui allaient changer ma vie. Des travailleurs en salopette, des étudiants avec des sacs à dos usés, des personnes âgées au visage marqué par les épreuves, une jeune femme avec un bébé dans les bras, un homme en fauteuil roulant. Tous portaient des t-shirts blancs tout neufs. Sur chaque t-shirt, il y avait une photo de Julien et en dessous, en grandes lettres noires, « Merci pour votre soutien ». Nous sommes montés en silence dans l'ascenseur. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Ces gens autour de moi étaient nerveux aussi. Une vieille dame me tenait la main.
ses yeux brillants d'émotion. « Merci, madame. Merci pour tout ce que vous faites. » Je lui ai souri faiblement. Il ne savait pas encore toute l'histoire. Il savait seulement qu'ils allaient bénéficier d'une aide extraordinaire. Mais il ne savait pas le prix que mon fils allait payer pour cela. Nous sommes arrivés devant la porte de l'appartement. J'ai sorti ma clé, mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à la mettre dans la serrure. Maître Deschamps a posé sa main sur mon épaule. « Courage, madame, vous faites ce qu'il faut. » J'ai ouvert la porte. Nous sommes tous entrés dans le grand salon. Julien n'était pas encore rentré de l'entreprise. Parfait. Nous avions le temps de nous installer. Les gens se sont assis sur les canapés, les fauteuils. Certains sont restés debout. L'atmosphère était étrange, mélange d'excitation et d'appréhension. Une jeune fille d'environ 20 ans est venue vers moi. Elle avait les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. « Madame, c'est vrai? C'est vrai que je vais pouvoir aller à l'université? Étudier la médecine ?» J'ai pris ses mains dans les miennes. « Oui, ma chérie, c'est vrai. Une bourse complète, logement, livres, tout. » Elle a éclaté en sanglots et m'a serré dans ses bras. « Merci, merci, merci. » À 13h, j'ai entendu la clé dans la serrure. Mon sang s'est glacé. C'était lui. Julien entrait. J'ai fait signe à tout le monde de rester calme. La porte s'est ouverte. Il est entré, le téléphone collé à l'oreille, parlant fort à quelqu'un. « Non, non, je te dis que ce contrat doit être signé aujourd'hui. Je m'en fiche de leurs conditions. C'est moi qui décide maintenant. » Il a levé les yeux. Et il s'est figé. Complètement figé. Son téléphone lui a glissé des mains et est tombé sur le parquet avec un bruit sourd. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Ses yeux faisaient le tour de la pièce, passant d'un visage à l'autre, incrédules, horrifiés. 23 personnes étrangères dans son salon, toutes portant son visage sur leur poitrine, toutes le regardant avec gratitude. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa voix était aiguë, paniquée. J'étais assise sur le canapé, droite, calme. À côté de moi, Maître Deschamps en costume sombre, sa mallette en cuir posée sur ses genoux. « Bonjour, Julien. » Ma voix était étonnamment stable. Il m'a regardée comme si j'étais une étrangère. « Maman, c'est quoi ce cirque? Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils font dans Emma Maison ?» Maître Deschamps s'est levé lentement. « Monsieur Julien, je vous en prie, asseyez-vous. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Julien n'a pas bougé. Il était planté au milieu de l'entrée, son visage passant du blanc au rouge, ses poings serrés. « Je ne vais pas m'asseoir. Je veux des réponses maintenant. Qui vous a autorisé à entrer ici ?» J'ai pris la parole. « Moi, Julien, c'est moi qui les ai invités. » Il m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de rage, de confusion et quelque chose d'autre. De la peur, peut-être. « Toi ? Mais de quel droit ?» Maître Deschamps a ouvert sa mallette et en a sorti une liasse de documents. « Du droit que votre père lui a donné avant de mourir. Madame Marguerite est la curatrice testamentaire de l'ensemble du patrimoine familial. Techniquement, cette maison, l'entreprise, tout, lui appartient légalement. » Le visage de Julien est devenu écarlate. « C'est ridicule. Papa m'a nommé directeur. J'ai été officiellement nommé hier. » Maître Deschamps a souri tristement. « Nommé, oui, mais sous conditions. Des conditions établies par votre père dans son testament complet. Des conditions que vous ne connaissiez pas. » Julien a commencé à trembler. « Quelles conditions? De quoi vous parlez ?» J'ai respiré profondément. C'était le moment de vérité. Ton père t'aimait, Julien, plus que tout au monde, mais il avait peur que l'argent et le pouvoir te transforment en quelqu'un de cruel, d'égoïste. Alors, il a mis en place un test. Julien a ri, un rire nerveux, hystérique. Un test? Quel test? Maître Deschamps a continué. Un test de caractère. Votre mère devait feindre d'avoir besoin d'aide financière. Elle devait observer votre réaction. Si vous montriez de la compassion, de l'empathie, du respect, vous héritiez de tout sans condition, mais si vous la traitiez avec mépris. Il a marqué une pause dramatique. Si vous la traitiez avec mépris, la clause sept du testament s'activait automatiquement.
Le visage de Julien était maintenant d'une pâleur mortelle. La clause 7 ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai senti mes yeux se remplir de larmes, mais je les ai retenus. 70% de l'entreprise, Julien. 70% sont immédiatement transférés à un fonds social, le fonds Henri de solidarité. Maître Deschamps a pointé du doigt les personnes assises dans le salon. Ces personnes, Monsieur Julien, sont les premiers bénéficiaires du fonds. Bourse d'études complète, traitements médicaux payés, aide au logement, formation professionnelle. Tout financé par les 70% de votre héritage. Julien a reculé, comme si on l'avait frappé. Non, non, c'est impossible. C'est une blague. Vous me faites une blague. Mais personne ne riait. La jeune fille qui m'avait remercié plus tôt s'est levée timidement. Elle s'est approchée de Julien, les larmes coulant sur ses joues. « Monsieur, je m'appelle Sophie. Grâce à vous, je vais pouvoir réaliser mon rêve, devenir médecin. Ma famille n'aurait jamais pu payer mes études. Merci, monsieur. Du fond du cœur. Merci. » Julien la regardait comme si elle parlait une langue étrangère. Un homme âgé, les cheveux blancs, le dos courbé, s'est levé à son tour avec difficulté. « Monsieur Julien, je suis Pierre. Ma femme est malade depuis 5 ans. Un cancer. Nous n'avions plus les moyens de payer son traitement. L'hôpital public a des listes d'attente de 2 ans pour la chirurgie dont elle a besoin. Grâce à votre générosité, elle sera opérée le mois prochain. Vous nous sauvez la vie. » Le vieil homme pleurait maintenant, sans honte. D'autres personnes se sont levées une à une. Un jeune homme avec un enfant dans les bras. « Mon fils va pouvoir manger correctement maintenant. Une femme en fauteuil roulant. Je vais avoir un appartement adapté à mon handicap. Un étudiant. Je vais pouvoir finir mon diplôme d'ingénieur. » Julien regardait autour de lui, tournant sur lui-même comme un animal pris au piège. « Arrêtez! Arrêtez tous !» Il criait maintenant, hystérique. « C'est un piège! Vous m'avez tous piégé !» Il s'est tourné vers moi, ses yeux brillants de rage et de larmes. « Maman, comment as-tu pu faire ça? Tu m'as trahi. Ta propre chair et ton propre sang. » Je me suis levée lentement. Mes jambes tremblaient, mais je me suis tenue droite. « Non, Julien, je ne t'ai pas trahi. J'ai fait exactement ce que ton père m'a demandé de faire. Je t'ai testé, et tu as échoué. » Ma voix s'est brisée sur le dernier mot. Les larmes que j'avais retenues ont finalement coulé. « Tu m'as jeté 2 € aux pieds, mon fils. 2 €, comme si j'étais moins qu'humaine. » Il a essayé de parler, mais je l'ai interrompu. « J'ai porté ton père pendant 9 mois. Je t'ai mis au monde dans la douleur. Je t'ai nourri de mon lait. Je t'ai bercé quand tu pleurais la nuit. J'ai renoncé à ma carrière de professeur pour rester à la maison et m'occuper de toi. J'ai économisé sur tout, sur mes vêtements, sur mes sorties, sur mes propres besoins, pour que tu puisses avoir la meilleure éducation possible. Et hier soir, tu m'as traité de sansu. » Chaque mot sortait de ma bouche comme un couteau qui me déchirait le cœur. « Tu m'as proposé de devenir ta femme de ménage pour 12 € de l'heure. Moi, ta mère. » Julien était blanc comme un linge maintenant. Il vacillait sur ses jambes. Ton père t'aimait profondément, Julien. Mais il voyait ce que tu devenais. Il voyait cette noirceur grandir en toi. L'arrogance, le mépris, la cruauté. Il espérait se tromper. Il priait pour se tromper. Mais il a quand même préparé ce plan. Pour te sauver de toi-même. J'ai sorti la lettre d'Henri de mon sac. « Lis les mots de ton père. » Je lui ai tendu la lettre. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine la tenir. Il a commencé à lire. À mesure que ses yeux parcouraient les lignes, je le voyais se décomposer. Ses épaules se sont affaissées, ses genoux ont plié. Il s'est effondré sur le sol, la lettre serrée contre sa poitrine, et il a sanglots comme un enfant. Des sanglots profonds, déchirants, qui venaient du plus profond de son âme. Tous les bénéficiaires regardèrent la scène en silence, mal à l'aise. Maître Deschamps leur a fait signe de sortir discrètement. Un par un, ils sont partis, laissant leurs coordonnées et remerciant encore à voix basse. Bientôt, nous n'étions plus que 3. Julien sur le sol, pleurant. Maître Deschamps debout près de la porte. Et moi, regardant mon fils brisé,
sentant mon propre cœur se briser avec lui. Parce que malgré tout, malgré sa cruauté, malgré ses mots horribles, c'était toujours mon enfant. Et une mère ne peut jamais complètement cesser d'aimer son enfant. Maître Deschamps m'a regardé. « Madame, voulez-vous que je reste ?» J'ai secoué la tête. « Non, laissez-nous. Nous avons besoin de parler, seuls. » Il est parti en fermant doucement la porte derrière lui. Le silence était assourdissant. On n'entendait que les sanglots de Julien et le tic-tac de l'horloge ancienne dans le couloir. Je me suis approchée de lui. Je me suis agenouillée avec difficulté, mes vieux genoux protestants. J'ai posé ma main sur son épaule. Il a sursauté, comme si je l'avais brûlé. « Ne me touche pas! Ne me touche pas !» Il s'est écarté, rampant presque sur le sol. « Tu m'as détruit! Tu as tout détruit !» Sa voix était rauque, cassée. Je suis restée où j'étais, à genoux sur le parquet dur. « Non, Julien, c'est toi qui as tout détruit, avec tes propres mots, avec tes propres actions. » Il s'est relevé brusquement, essuyant rageusement ses larmes. Il m'a regardé avec une haine pure dans les yeux. « Je vais vous traîner en justice. Toi et ce notaire pourri, ce testament est invalide. Il doit être invalide. » J'ai secoué la tête tristement. « Ton père était avocat avant de devenir entrepreneur, Julien. Tu le sais. Chaque virgule de ce testament a été vérifiée par les meilleurs juristes du pays. C'est parfaitement légal et irréversible. » Il a attrapé un vase posé sur la table basse et l'a jeté contre le mur. L'explosion de porcelaine a résonné dans tout l'appartement. « Je vous déteste tous les deux, papa et toi !» Il a commencé à casser d'autres objets, aveuglé par la rage. Des cadres photos, des livres, une lampe. Je suis restée immobile, le regardant détruire la pièce, détruire notre maison, détruire les souvenirs. Quand il n'y a plus rien eu à casser à portée de main, il s'est arrêté, haletant, les mains coupées par des éclats de verre. Du sang coulait sur le parquet. « Julien, tu saignes. Laisse-moi regarder. » Je me suis approchée, mais il a reculé violemment. « Ne t'approche pas. Je ne veux plus jamais te voir. » Il a couru vers sa chambre, a attrapé son manteau et son portefeuille et s'est précipité vers la porte. Avant de sortir, il s'est retourné une dernière fois. Son visage était un masque de douleur et de fureur. « Tu n'es plus ma mère. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de mère. » La porte a claqué si fort que les murs ont tremblé, et je suis restée seule, dans le silence, dans les débris, dans le chaos de ce qui avait été notre vie. Je me suis effondrée sur le canapé. Les larmes sont venues, violentes, incontrôlables. J'ai pleuré pendant des heures. J'ai pleuré pour mon fils perdu. J'ai pleuré pour le petit garçon qu'il avait été, celui qui me disait qu'il m'aimait chaque soir avant de dormir. J'ai pleuré pour Henri, qui n'était plus là pour me tenir dans ses bras. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. La nuit est tombée. L'appartement était plongé dans l'obscurité. Je n'ai pas allumé les lumières. Je suis restée assise là, dans le noir, me demandant si j'avais fait le bon choix, si Henri aurait été fier de moi, ou si j'avais détruit notre famille pour toujours. Les jours suivants ont été un cauchemar. Julien ne répondait pas à mes appels. Il avait changé les serrures de son propre appartement où il vivait avant de revenir ici. Il m'avait bloqué sur son téléphone. J'ai essayé d'aller le voir à son bureau, mais les gardes de sécurité m'ont gentiment mais fermement reconduite dehors. Il ne voulait plus me voir. Plus jamais. Maître Deschamps passait régulièrement pour me donner des nouvelles de la situation légale. L'histoire avait fuité dans la presse. Les journaux en parlaient. Les réseaux sociaux explosaient. L'héritier cruel qui perd sa fortune. Un testament moral fait scandale. Il humilie sa mère et perd 10 millions. Julien était devenu viral, mais pour les mauvaises raisons. Je recevais des centaines de messages sur mon téléphone. Certains me félicitaient, d'autres me maudissaient, me traitant de mère indigne qui avait ruiné son propre fils. Les opinions étaient divisées. Mais moi, je ne lisais plus rien. Rien de tout cela n'avait d'importance. La seule chose qui comptait, c'était que mon fils me détestait. Et je devais vivre avec ça. Une semaine après la révélation, Maître Deschamps est venu me voir avec un visage grave. « Madame Marguerite, j'ai des nouvelles de Julien. » Mon cœur a bondi. « Il va bien? Il n'a rien fait de stupide ?» Le notaire m'a rassuré. « Non, non,
Mais il a essayé d'engager 5 cabinets d'avocats différents pour contester le testament. Tous ont refusé après avoir examiné les documents. C'est du béton. Julien avait aussi essayé de rallier ses amis influents. Mais beaucoup l'avaient abandonné. Personne ne voulait être associé au scandale. Ses prétendus amis n'étaient que des opportunistes attirés par son argent et son statut. Maintenant qu'il avait tout perdu, il disparaissait comme des rats quittant un navire qui coule. Il était seul. Complètement seul. Et malgré tout ce qu'il m'avait fait, malgré sa cruauté, cette pensée me brisait le cœur. Parce qu'une mère ne veut jamais voir son enfant souffrir, même quand cet enfant le mérite. 2 semaines se sont écoulées, puis 3. Toujours aucune nouvelle. J'avais perdu du poids. Je ne dormais presque plus. Mon cardiologue m'avait augmenté mes médicaments. Le stress aggravait mes problèmes de cœur. Un soir, alors que je préparais du thé dans la cuisine silencieuse, la sonnette a retenti. Mon cœur a fait un bond. Je ne recevais jamais de visite. J'ai regardé par le Judas. C'était Julien. Mais un Julien que je ne reconnaissais pas. Il avait une barbe de plusieurs jours. Ses vêtements étaient froissés. Ses yeux étaient cernés, rouges. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 3 semaines. J'ai ouvert la porte en tremblant. Nous sommes restés face à face en silence pendant ce qui m'a semblé une éternité. Finalement, il a parlé. Sa voix était faible, brisée. « Maman, je peux entrer ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il est entré lentement, regardant autour de lui comme s'il voyait l'endroit pour la première fois. Il s'est assis sur le canapé, les épaules voûtées, les mains tremblantes. Je me suis assise en face de lui dans le fauteuil. Le silence était lourd, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Finalement, il a levé les yeux vers moi. Je n'ai plus rien, maman. Plus d'amis, plus de travail, plus de respect. Ma réputation est détruite. Tout le monde me regarde comme un monstre. Sa voix se brisait à chaque mot. Et tu sais quoi ? Ils ont raison. Je suis un monstre. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. J'ai revu la scène dans ma tête 1000 fois. Je t'ai jeté de l'argent aux pieds comme si tu étais moins qu'un chien. Ma propre mère. La femme qui m'a donné la vie. Comment ai-je pu faire ça ? J'ai senti mes propres larmes monter, mais je les ai retenues. Je devais rester forte. Julien. Il a continué, comme s'il ne m'avait pas entendu. Ces 3 dernières semaines, j'ai tout perdu. Et dans cette solitude, j'ai compris quelque chose. Papa avait raison. Tu avais raison. J'étais devenue quelqu'un d'horrible. L'argent, le pouvoir, ils m'ont transformé en quelque chose que je ne reconnais même plus. Il s'est levé, a commencé à faire les 100 pas. Tu sais ce qui m'a fait le plus mal ? Ce n'est pas de perdre l'argent, ce n'est pas de perdre le prestige. C'est de réaliser que papa, avant de mourir, savait déjà que j'allais échouer, qu'il avait si peu confiance en moi qu'il a dû mettre en place ce test. Non, Julien. J'ai parlé fermement maintenant. Ton père n'a pas fait ça par manque de confiance. Il l'a fait par amour. Un amour profond, désespéré. Il voulait te sauver. Julien s'est arrêté de marcher. Il me regardait avec des yeux pleins de douleur. Me sauver de quoi ? J'ai respiré profondément. De toi-même, de l'homme que tu devenais. Il voyait que l'argent te changeait, que le pouvoir te corrompait. Et il ne pouvait pas supporter l'idée que son fils, l'enfant qu'il aimait plus que tout, devienne quelqu'un de cruel et d'égoïste. Alors il a mis en place ce plan. Non pas pour te punir, Julien, mais pour te donner une chance de te retrouver. Il s'est effondré à genoux devant moi. Maman, je suis tellement désolée. Je suis désolée pour tout. Pour les mots horribles. Pour les 2 €. Pour t'avoir traité comme si tu ne valais rien. Tu es tout pour moi. Tu as toujours été tout. Et je l'ai oublié. J'ai été aveuglée par l'avidité et la vanité. Ses mains ont attrapé les miennes. S'il te plaît, dis-moi qu'il y a un moyen de réparer ça. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Mon cœur se serrait dans ma poitrine, voir mon fils comme ça, brisé, repentant. C'était exactement ce qu'Henri avait espéré, et exactement ce que je redoutais. Parce que maintenant venait la partie la plus difficile. Il y a un moyen, Julien, mais ce ne sera pas facile. Ses yeux se sont illuminés d'espoir. Quoi ? Dis-moi.
Je ferai tout ce qu'il faut. J'ai sorti un document de mon sac. Ton père n'a pas tout donné au fonds social. Il reste 30% de l'entreprise. C'est toujours une fortune, plusieurs millions. Julien a hoché la tête frénétiquement. Oui, ça me suffit. Je ne suis pas avide, maman. Je ne veux pas tout, juste quelque chose pour recommencer. J'ai posé le document sur la table basse entre nous. Ces 30% peuvent être à toi, mais sous conditions très strictes. Il a regardé le papier avec appréhension. Quelles conditions? J'ai pris mon temps avant de répondre. 1 an de service communautaire, travail bénévole complet, sans aucun salaire. Le silence était assourdissant. Julien me regardait, essayant de comprendre. 1 an entier? J'ai hoché la tête. Oui, tu travailleras directement avec le Fonds Henri de Solidarité. Tu aideras les personnes que tu as vues ici. Tu les connaîtras. Tu comprendras leurs luttes, leurs rêves, leurs peurs. Tu apprendras ce que signifie vraiment servir les autres. Julien a fermé les yeux. J'ai continué. Ton père a passé 40 ans à bâtir cette entreprise. 40 ans de travail acharné, de sacrifices, de nuits blanches. Et il l'a fait non pas pour devenir riche, mais pour créer quelque chose de bon dans ce monde. 1 an, Julien. 1 an pour comprendre ce que ton père comprenait, pour devenir l'homme qu'il rêvait que tu sois. Julien a ouvert les yeux. Des larmes coulèrent toujours, mais il y avait quelque chose de différent maintenant dans son regard, de la détermination. 1 an. Il a répété le mot comme une prière. D'accord, je le ferai. J'ai senti un poids énorme se soulever de ma poitrine. Tu comprends ce que ça signifie? Tu ne pourras pas vivre dans le luxe. Tu devras travailler dur, côtoyer des gens que tu as toujours ignorés. Parfois, ce sera humiliant. Parfois, ce sera épuisant. Mais c'est le seul chemin. Il a hoché la tête. Je comprends. Et je le mérite. Je mérite chaque moment difficile. C'est mon pénitence. J'ai tendu la main et j'ai caressé son visage. Ce n'est pas une pénitence, mon fils, c'est une renaissance. Nous avons pleuré ensemble cette nuit-là. Longtemps. Nous avons parlé jusqu'à l'aube. Il m'a raconté comment il s'était perdu progressivement, comment l'argent avait changé sa vision du monde, comment il avait commencé à voir les gens comme des objets plutôt que comme des êtres humains. Et moi, je lui ai raconté combien son père l'aimait. Combien de nuits Henri avait passées à se demander comment sauver son fils de cette descente. Le lendemain matin, Julien a signé les documents. Il commencerait son service communautaire la semaine suivante. Maître Deschamps était présent pour officialiser tout cela. « Monsieur Julien, je dois vous prévenir. Si vous abandonnez avant la fin de l'année, les 30% restants seront également transférés au fonds. Il n'y aura pas de seconde chance. » Julien a regardé le notaire droit dans les yeux. « Je ne vais pas abandonner. Je vous le promets. » Et il a tenu parole. Les premiers jours ont été difficiles. Je le voyais rentrer le soir, épuisé, les mains sales, le dos douloureux. Il travaillait dans les cuisines communautaires, servant des repas aux sans-abri. Il aidait à rénover des logements sociaux. Il donnait des cours d'informatique aux personnes âgées qui n'avaient jamais touché un ordinateur de leur vie. Chaque jour, il découvrait un nouveau visage de la pauvreté, de la lutte, mais aussi de la dignité et de l'espoir. 1 mois passa, puis 2. Je le voyais changer sous mes yeux. Ses traits se sont adoucis. Son regard est devenu plus profond, plus humain. Il ne parlait plus de lui-même, mais des gens qu'il rencontrait. Un soir, il est rentré et m'a raconté l'histoire de Sophie, la jeune fille qui voulait devenir médecin. « Maman, tu sais ce qu'elle m'a dit aujourd'hui? Elle m'a dit que je l'inspirais. Moi, après tout ce que j'ai fait, elle a dit que si quelqu'un comme moi pouvait changer, alors il y avait de l'espoir pour tout le monde. » Ses yeux brillaient en racontant ça. Et Pierre, le vieil homme dont la femme était malade, elle a été opérée la semaine dernière. L'opération a réussi. Il pleurait en me racontant. Il m'a serré dans ses bras et m'a appelé son ami. Son amie maman. Moi qui ne connaissais même pas son existence il y a quelques mois. Les mois continuaient de passer. Julien ne comptait plus les heures. Il travaillait souvent plus que nécessaire. Il organisait des collectes de fonds, créait des programmes d'aide, visitait des familles dans le besoin. Les gens du quartier commençaient à le reconnaître, à le saluer dans la rue. Pas comme le fils riche et arrogant qu'il avait été,
mais comme Julien, celui qui aidait, celui qui écoutait, celui qui se souciait, vraiment. Un jour, 6 mois après le début de son service, il est rentré avec un grand sourire. « Maman, j'ai une idée. Je veux créer un programme de mentorat. Des entrepreneurs à succès qui aideraient des jeunes des quartiers défavorisés à lancer leurs propres entreprises. Pas juste de l'argent, mais du vrai accompagnement. » Je l'ai regardé, émerveillé. « C'est une merveilleuse idée, mon fils. » Il s'est assis à côté de moi, excité comme un enfant. « Tu sais ce que j'ai réalisé ? Papa ne m'a pas enlevé ma fortune, il m'a donné quelque chose de bien plus précieux, il m'a donné un but, une raison de me lever le matin qui va au-delà de l'argent. » Ses yeux se sont remplis de larmes. Je regrette tellement qu'il ne soit plus là pour voir ça, pour voir que son plan a fonctionné. J'ai pris sa main dans la mienne. Il le sait, Julien. Où qu'il soit, il le sait. Et il est fier de toi. Nous sommes restés assis en silence, main dans la main, exactement comme quand il était petit et qu'il avait peur du noir. Les derniers mois de son année de service sont passés rapidement. Julien était devenu quelqu'un d'autre. Non, pas quelqu'un d'autre. Il était redevenu lui-même, le vrai Julien, celui qui existait avant que l'argent et le pouvoir ne le corrompent. L'année s'est terminée par une grande cérémonie. Le Fonds Henri de Solidarité organisait un événement pour célébrer sa première année d'existence et honorer tous les bénévoles. Plus de 200 personnes étaient présentes. Des gens que Julien avait aidés, des familles qui avaient été transformées par le fonds, des journalistes, des représentants du gouvernement. J'étais assise au premier rang, le cœur gonflé de fierté et d'émotion. Quand Julien est monté sur scène pour prendre la parole, il y a eu une ovation debout, spontanée, sincère. Ces gens l'aimaient, vraiment. Il a attendu que le silence revienne, visiblement ému. Il y a 1 an, j'étais l'homme le plus riche et le plus misérable de Paris. J'avais tout et je n'avais rien. Mon père m'a laissé un héritage de 10 millions d'euros. Mais la vraie fortune qu'il m'a laissée, c'était une leçon. Une leçon que j'ai apprise de la manière la plus dure qui soit. Il a marqué une pause, cherchant ses mots. J'ai humilié ma mère. Je l'ai traitée comme si elle ne valait rien. Et ce jour-là, j'ai tout perdu. Mais en perdant tout, j'ai trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. Il a regardé directement vers moi. J'ai trouvé mon humanité. J'ai trouvé le sens de ma vie. J'ai compris que nous ne sommes pas définis par ce que nous possédons, mais par ce que nous donnons. Les larmes coulaient librement sur mon visage maintenant. Mon père a créé ce fonds, non pas pour me punir, mais pour me sauver, pour sauver mon âme. Et ma mère, cette femme extraordinaire au premier rang, a eu le courage de mettre ce plan en œuvre, même si cela signifiait me briser le cœur temporairement. Je vous dois tout, maman. À toi et à papa. Vous m'avez sauvé. L'audience a applaudi de nouveau. Julien est descendu de la scène et est venu directement vers moi. Il s'est agenouillé devant ma chaise, exactement comme il l'avait fait il y a 1 an, quand il m'avait demandé pardon. « Maman, j'ai terminé mon année. Mais je ne veux pas arrêter, je veux continuer. Même quand je récupérerai ma part de l'entreprise, je veux continuer ce travail. C'est qui je suis maintenant, c'est qui je veux être. » J'ai caressé son visage, mes mains tremblantes touchant cette barbe bien taillée, ses yeux qui brillaient maintenant d'une lumière que je n'avais pas vue depuis son enfance. « Alors continue, mon fils, continue de faire honneur à ton père, continue de me rendre fier. » Il m'a serré dans ses bras, fort, comme s'il ne voulait plus jamais me lâcher. Et dans cette étreinte, j'ai senti que nous avions gagné. Henri et moi, nous avions gagné. Nous avions récupéré notre fils. Les mois qui ont suivi ont été les plus heureux de ma vie. Julien a récupéré ses 30% de l'entreprise, mais il les a utilisés différemment. Il a réinvesti une grande partie dans le fonds social. Il a créé son programme de mentorat qui a connu un succès immédiat. Il vivait modestement, dans un appartement simple, conduisait une voiture ordinaire. L'argent n'était plus son maître. C'était devenu son outil pour faire le bien. Sophie a terminé sa première année de médecine avec les meilleures notes de sa promotion. Pierre et sa femme sont venus nous rendre visite régulièrement. Elle était maintenant en rémission complète. Tant de vies transformées. Tant d'espoirs créés. 1 an après la fin de son service communautaire, nous étions tous les deux assis sur un banc, dans un parc,
regardant le coucher de soleil. « Maman, tu te souviens du jour où j'ai jeté ces 2 euros à tes pieds ?» J'ai hoché la tête. Comment pourrais-je oublier? Ces 2 euros sont toujours dans mon portefeuille. Je les garde comme rappel, pour ne jamais oublier qui j'étais, et pour être reconnaissant de qui je suis devenu. Il a sorti son portefeuille et m'a montré. Là, dans un compartiment transparent, les 2 pièces de monnaie, usées, ternes, mais là. Ce sont les 2 euros les plus précieux du monde pour moi maintenant. Je l'ai regardé, cet homme que j'avais failli perdre et que j'avais retrouvé. Ton père serait si fier de toi, Julien. Il a souri, ce sourire doux et sincère que j'aimais tant. Je sais. Et toi, maman, tu es fière de moi? J'ai pris sa main dans la mienne. Plus que tu ne pourras jamais l'imaginer, mon fils. Plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Nous sommes restés là, main dans la main, regardant le soleil disparaître derrière les toits de Paris. Et j'ai su, dans mon cœur, qu'Henri nous regardait d'en haut avec un sourire. Son plan avait fonctionné. Notre fils était sauvé. Notre famille était reconstituée. Et l'amour, finalement, avait triomphé de tout. C'est ainsi que se termine mon histoire. Une histoire de chute et de rédemption, de douleur et d'espoir, de perte et de renaissance. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.